Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine en direct de la rédaction du mois de juillet. Un numéro spécial social, nous y traiterons différentes jurisprudences ainsi que des questions relatives au CDD de remplacement et à la paternité du salarié. Je serai accompagnée tour à tour de Karina Flalo, Clément Gégère, Frédéric Roseau et Nicolas Raymond. Et j'accueille donc pour commencer Karina Flalo, chef de rubrique en droit social. Elle vient commenter pour nous 2 décisions de la Cour de cassation relatives aux représentants du personnel et que les employeurs ont tout intérêt à connaître. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. On va entrer directement dans le vif du sujet. Mais oui. Et on va débuter par une décision qui est relative au paiement des heures de délégation d'un représentant syndical. Alors, avant de vous parler de l'affaire en elle-même, rappelons que les représentants du personnel et les représentants syndicaux disposent donc d'un certain nombre d'heures de délégation pour accomplir leur mission. Il faut savoir que ces heures peuvent être prises pendant les heures habituelles de travail de ces salariés, ou bien, si les nécessités du mandat le justifient uniquement, en dehors de leurs heures habituelles de travail. Alors, ces heures de délégation sont considérées comme du temps de travail. Elles doivent être payées à l'échéance normale et il faut savoir que lorsqu'elles sont prises en dehors du temps de travail, parce que les nécessités du mandat l'exigent, comme je vous l'ai dit, eh bien, elles pourront parfois donner lieu à majoration pour heures supplémentaires. Très bien, donc dans cette affaire, l'employeur contestait l'usage qu'un salarié avait fait de ses heures de délégation, sachant que ce salarié les avait prises en dehors de ses heures de travail et réclamait leur paiement en heures supplémentaires. Une telle contestation est-elle possible, Karine ? Alors tout à fait. On comprend bien pourquoi là l'employeur avait été au prud'homme et il était tout à fait en droit de contester l'usage que le salarié avait fait de ses heures de délégation. Simplement, il faut savoir, et c'est là que cette décision est très importante, elle rappelle quelque chose qu'on sait déjà, mais il faut le ressouligner, c'est que l'employeur peut contester à condition d'avoir au préalable payé les heures litigieuses à l'échéance normale et demander des explications aux salariés sur leur utilisation. Donc concrètement, l'employeur doit respecter plusieurs étapes, les unes après les autres. En premier, payer les heures de délégation à l'échéance normale, puisqu'on a ici une présomption de bonne utilisation qui est attachée au crédit d'heures. Dans un deuxième temps, si effectivement il n'est pas content de la façon dont le salarié a utilisé son crédit d'heures, eh bien il doit lui demander des explications. Et si le salarié refuse d'en donner, il pourra, le cas échéant, passer par la voie judiciaire. Et dans un troisième temps uniquement, si les explications ne le satisfont pas, eh bien là, il pourra saisir le juge prud'homal et demander le remboursement des heures qu'il estime injustifiées. Sachant que pour obtenir gain de cause devant le juge, il devra prouver que l'objet du mandat n'a pas été respecté. Très bien. La deuxième décision qui nous intéresse maintenant concerne aussi un représentant syndical, mais porte cette fois sur la fin réelle ou supposée de son mandat et donc de son statut de salarié protégé, ce qui change la donne lorsqu'on veut licencier le salarié. Oui, effectivement, il faut savoir que lorsqu'un employeur souhaite licencier un salarié qui a un mandat syndical ou un mandat de représentant du personnel, il doit au préalable obtenir l'accord de l'inspecteur du travail. Donc il est essentiel pour un employeur de connaître précisément le moment où le mandat cesse et où le salarié n'a plus ce statut de salarié protégé. Sachant, mais là on ne va pas rentrer dans les détails, que ce fameux statut est parfois prolongé plusieurs mois après la fin du mandat. Donc dans cette affaire, il s'agissait d'un salarié qui avait été désigné en qualité de délégué syndical et dans une note adressée aux salariés de l'entreprise, il avait fait part de sa décision, alors je cite, de ne pas avoir de mandat de n'importe quel syndicat que ce soit au sein de l'entreprise. Il s'avère qu'un an et demi après, l'employeur le licencie et il le fait sans avoir demandé cette fameuse autorisation préalable. Pourquoi ? Eh bien parce que selon lui, le contenu de cette note montrait que le salarié avait mis fin de manière anticipée à son mandat et qu'il n'était donc plus un salarié protégé.
Eh bien, lui, le salarié n'était pas du même avis, évidemment, et il soutenait qu'il avait simplement voulu indiquer au personnel de l'entreprise qu'il n'entendait pas se présenter aux élections professionnelles, ce qui n'est pas la même chose. Et finalement, qui est-ce qui a obtenu gain de cause ? Eh bien, malheureusement pour l'employeur, la Cour de cassation a considéré que le mandat de délégué syndical de ce salarié n'avait pas pris fin. Et comment cela est-il possible alors qu'un mandat de délégué syndical peut prendre fin de manière anticipée si le salarié décide de démissionner de son mandat ? Alors c'est là justement l'intérêt de cette décision puisque la Cour de cassation a considéré que le salarié doit avoir informé l'organisation d'un syndical qui l'a désigné de sa démission. S'il ne fait pas cela, eh bien la démission ne vaut rien. Et dans cette affaire, qu'a constaté la Cour de cassation ? Elle a constaté que le salarié n'avait a priori pas informé son syndicat qu'il mettait fin à son mandat. Donc dans ces conditions, notre salarié était toujours délégué syndical. L'employeur ayant licencié le salarié sans autorisation de l'inspection du travail, ce licenciement était donc nul, c'est ça ? Exactement. Voilà. D'où l'importance de cette décision. Voilà. Eh bien, merci Karine de nous avoir éclairé sur ces deux décisions. De rien. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur notre plateau Clément Gégère, rédacteur spécialisé à la revue RF Social. Bonjour Clément. Bonjour Marianne. Alors Clément, vous avez publié dans la revue RF Social du mois d'avril 2016 un article portant sur les congés liés à la paternité. Dans cet article, vous évoquez l'apparition d'un statut du père au travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. En fait, depuis la création du congé de paternité et d'accueil de l'enfant au début des années 2000, plusieurs mesures sont venues étoffer les droits des pères salariés, au point que l'on peut parler aujourd'hui d'un véritable statut juridique du père salarié. Outre différents congés que je vais développer un peu après, les pères salariés peuvent disposer d'autorisations d'absence pour assister aux examens médicaux de la mère et d'une période de protection contre le licenciement. Autant de mesures qui gagnent à être connues tant des services ressources humaines que des principaux intéressés, à savoir les pères salariés ou encore le second parent selon la formule consacrée. Second parent, la formule pourrait paraître un petit peu injuste pour les pères, non ? Alors, il ne s'agit pas du tout de sous-entendre qu'il y aurait un premier parent et un second parent. À vrai dire, cette formulation n'est pas parfaite, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Elle permet de rendre compte du fait que le bénéficiaire de ces différentes mesures peut ne pas avoir de lien de filiation avec l'enfant ou encore ne pas être un homme. Très bien, et c'est également pour cette raison, j'imagine, que l'on parle de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Exactement. La notion de père ou de second parent est entendue de façon très large par le droit applicable. Il y a quelques différences selon les mesures auxquelles on s'intéresse, mais le plus souvent, les mesures liées à la paternité sont ouvertes au père de l'enfant, c'est-à-dire à la personne qui a un lien de filiation avec l'enfant, au conjoint de la mère, c'est-à-dire la personne qui est mariée à la mère, à la personne liée par un pax à la mère, ou encore à la personne vivant maritalement avec la mère. Par exemple, une salariée en concubinage avec une autre femme peut demander à bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant suite à l'accouchement de sa concubine. Par ailleurs, il faut signaler que si ces mesures concernent en premier lieu les salariés, certaines d'entre elles bénéficient également aux stagiaires en entreprise. Alors pour ne pas se perdre dans ces différents congés, est-ce que vous pouvez nous parler concrètement des principales mesures qui concernent les pères ou seconds parents au travail ? Bien sûr. Alors pour prendre les choses dans l'ordre, la paternité commence avec la grossesse de la mère. À ce stade, le père ou le second parent peut bénéficier d'autorisation d'absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires prévus dans le cadre de la grossesse et des suites de l'accouchement. Merci, docteur Gégère. De rien. Et je précise que depuis début 2016, ces absences sont aussi prévues pour le conjoint d'une femme
cherchant à concevoir un enfant dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, autrement appelée PMA. Bien sûr, lors de ses absences, le salarié conserve sa rémunération. Après la grossesse, donc, vient la naissance. Le salarié peut alors bénéficier d'un congé de naissance. Ce congé est de 3 jours. Il doit être pris dans une période raisonnable autour de l'heureux événement et il est également rémunéré. Et avec ça, la liste des différents congés dont le père ou le second parent peut bénéficier n'est toujours pas terminée. Je vous écoute. Alors, vient ensuite le fameux congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Ce congé est de 11 jours calendaires consécutifs pour la naissance d'un enfant. Et dans le cas de naissance de jumeaux? Alors, pour des jumeaux, ce n'est pas 22 jours. On ne va pas multiplier par 2, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est ça l'idée. Donc pour des jumeaux et plus généralement pour les naissances multiples, les salariés ont droit à 18 jours de congé. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avertir son employeur 1 mois au préalable. Et à partir du moment où le salarié a réalisé cette information, dans le délai imparti, l'employeur ne peut ni refuser ni reporter le congé. De plus, ce congé doit impérativement être pris sous 4 mois à compter de la naissance de l'enfant, sauf dans 2 cas particuliers où un report est permis. Il s'agit de l'hospitalisation de l'enfant ou du décès de la mère. Mais le principe, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de report. Et même si l'employeur souhaite accorder un report, il ne le peut pas, car pendant le congé, le salarié est rémunéré par la sécurité sociale. Et si le congé n'est pas pris sous 4 mois, le salarié perd son droit aux indemnités de sécurité sociale. Alors on le sait, Clément, l'arrivée d'un enfant est un véritable bouleversement pour les parents. On a un peu du mal à imaginer quelles pourraient être les bonnes raisons de reporter ce congé. Eh bien, vous savez, Marianne, le quotidien des services RH est parfois déconcertant. Ah. Des DRH m'ont déjà confié que des salariés leur avaient demandé de reporter leur congé de paternité pour pouvoir suivre soit un tournoi de tennis, soit un championnat de football. Ah oui, ah ben, en effet. Bon, je ne suis pas allé vérifier, mais ce qui est certain, c'est que ce genre de demande n'est pas sérieuse et que c'est donc à ne surtout pas reproduire. Et donc revenons à notre congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Comme je l'ai indiqué, pendant son congé, le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, mais il faut préciser que si un accord collectif le prévoit, le salaire du salarié peut être maintenu en totalité. Et pour en finir avec les congés, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité, le père, tout comme la mère, peut prendre un congé parental à temps plein ou à temps partiel pour élever son enfant. Comme vous le voyez, Marianne, le nouveau-né commence déjà à grandir. Je ne vais pas développer plus les congés, si ce n'est qu'il faut savoir qu'il existe également des congés pour les salariés qui décident d'adopter un enfant. Il s'agit du congé d'adoption national et du congé d'adoption international. Et pour terminer avec les mesures d'accompagnement de la paternité, il faut évoquer la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés depuis 2014. En effet, l'employeur ne peut pas rompre le contrat de travail du salarié pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Sauf dans 2 cas. Ces 2 cas sont les suivants. Si le salarié commet une faute grave ou en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison étrangère à l'arrivée de l'enfant. Et concernant cette protection, si à la lettre du texte, elle semble ne concerner que le père, c'est-à-dire un homme ayant un lien de filiation avec l'enfant, il faut, à mon sens, et par prudence, considérer qu'elle s'applique également aux seconds parents. Qu'on a évoqué déjà. Tout à fait. Voilà, parce qu'il serait assez paradoxal que certains bénéficiaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne bénéficient pas de cette protection. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des mesures qui forment le statut du père ou du second parent au travail. Très bien, merci. Beaucoup d'avantages, donc on le voit, pour les pères, et on espère que ça permettra à certains de rééquilibrer la balance à la maison, par exemple. Tout à fait. Bon, je n'ai fait que décrire le droit applicable.
Mais il est vrai qu'il peut être intéressant de prendre du recul par rapport à ces mesures, chacune très précises. Et il apparaît alors que ces mesures ont été conçues, c'est du moins le cas pour les plus récentes, pour permettre aux pères ou aux seconds parents de pouvoir assumer convenablement leur paternité, notamment en participant plus au sein de la famille, et ainsi de rééquilibrer d'éventuelles inégalités de genre qui peuvent exister. Merci beaucoup, Clément. J'espère que cette première s'est bien passée pour vous. C'est moi qui vous remercie, À bientôt. Marianne. C'est un plaisir. C'est au tour de Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la revue RF Social, de me rejoindre. Et nous allons à présent nous intéresser au CDD de remplacement. Bonjour Frédérique. Bonjour Marianne. Alors lorsqu'un salarié est absent de l'entreprise, l'employeur peut embaucher un salarié en CDD pour le remplacer. C'est justement le cas par exemple pendant les congés d'été. Nous allons lister avec vous, Frédéric, quelques réflexes qui permettent de sécuriser ce type d'embauche. Et dans un premier temps, que peut-on dire du motif du contrat ? Alors un contrat à durée déterminée va permettre d'embaucher temporairement une personne pour remplacer un salarié qui est absent de son poste pour une durée plus ou moins longue. L'absence, ça peut être par exemple causée par une maladie, une maternité, des congés payés, un congé parental d'éducation. En revanche, pas une grève. On ne peut pas remplacer un salarié gréviste. Il y a aussi une possibilité de remplacement qu'on appelle par glissement ou par cascade. Dans cette hypothèse, un salarié est absent de l'entreprise. On le remplace sur son poste de travail par un de ses collègues de travail. Et c'est ce collègue de travail qui va être lui-même remplacé par une personne embauchée en CDD. En pratique, un CDD peut-il servir simultanément au remplacement de plusieurs salariés absents ? La réponse est claire, c'est non. Un CDD est conclu pour le remplacement d'un seul salarié nommément désigné dans le contrat de travail. Il est exclu de recruter un salarié en CDD en remplacement simultané de plusieurs salariés absents. Un tel contrat pourrait être requalifié en CDI. Selon le motif de l'absence du salarié, les durées du CDD de remplacement peuvent-elles varier ? Le CDD de remplacement est en principe un contrat à terme précis, c'est-à-dire qu'on indique dans le contrat la date de début et la date de fin. Il ne peut alors pas dépasser 18 mois lorsqu'il s'agit de remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. En pratique, bien sûr, la durée du CDD est aussi limitée par le temps d'absence du salarié remplacé, sachant que pour la date de fin de contrat, on peut choisir une date antérieure à la fin de l'absence prévue du salarié. Je m'explique. On sait qu'un salarié va être absent en congé du 4 au 22 juillet. Rien n'empêche de conclure un CDD simplement pour la période du 4 juillet au 19 juillet. Et que faire si l'absence du salarié se prolonge ? Alors dans ce cas-là, l'employeur peut prolonger le CDD de remplacement à terme précis pour une durée maximale légale de 18 mois. En pratique, la période de renouvellement va pouvoir être soit inférieure, soit supérieure à la période initiale du CDD. Par exemple, j'ai conclu à l'origine un CDD pour une période de 3 semaines. Je peux le renouveler pour une première période de 5 semaines, puis à nouveau pour une autre période de 5 semaines. Donc j'ai là mes 2 renouvellements et c'est valable à partir du moment où au total des 3 périodes, je suis bien dans la limite des 18 mois. Autre possibilité, le CDD qui a été conclu à terme précis va pouvoir être prolongé par un avenant à terme imprécis, sans durée maximale. Il s'agit alors de pourvoir au remplacement du salarié jusqu'à ce que celui-ci reprenne. Dernière précision sur ce point, tous ces renouvellements, qu'ils soient à terme précis ou à terme imprécis, doivent être formalisés par des avenants au contrat de travail. Très bien. Et alors, le CDD à terme imprécis, pourrait-il durer plus de 18 mois ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en pratique, l'employeur peut préférer choisir un contrat à terme imprécis dès le début, sachant que donc le CDD couvrira toute l'absence du salarié. En pratique, ce type de CDD n'a pas un terme imprécis, n'a pas d'intérêt réel s'il s'agit de pourvoir à une absence dont on connaît bien, dont on maîtrise bien la durée. Par exemple, des congés payés, en principe, on sait bien quand le salarié revient. Oui. Par contre, il y a des absences dont le terme est plus flou. C'est par exemple le cas de la maladie. Et dans ce cas-là, l'employeur va pouvoir préférer le terme imprécis. De plus, le CDD à terme imprécis a un autre avantage, c'est qu'il permet de couvrir plusieurs causes d'absence qui se succèdent pour un même salarié absent. Je m'explique, par exemple, un salarié, enfin une salariée en l'occurrence, est absente pour un congé de maternité. Soit à l'issue de son congé, la personne revient à l'issue de son congé de maternité, et dans ce cas-là, le CDD à terme imprécis prend fin. Mais si l'absence de la salariée se poursuit par exemple par un congé parental, le CDD de remplacement à terme imprécis va pouvoir couvrir également cette période d'absence, puisque tout ceci s'enchaîne.
Très bien. Alors, précautions indispensables, il y en a deux. Première, le CDD à terme imprécis doit obligatoirement comporter une durée minimale qui garantit une période d'emploi au salarié qui est en CDD, c'est-à-dire qu'on va être obligé de garder ce salarié en CDD même si le salarié absent revenait. Deuxième précision d'importance, le CDD à terme imprécis, vous l'avez évoqué, n'a pas de période maximale, on pourrait dépasser les 18 mois. Cela étant, comme pour tout CDD, il est exclu, en embauchant une personne à durée déterminée, de pourvoir un emploi permanent dans l'entreprise, au risque de voir une requalification du CDD en CDI. Et est-ce qu'il est possible pour l'employeur de faire se succéder des CDD de remplacement? Alors effectivement, l'employeur a la possibilité d'enchaîner les CDD de remplacement sans interruption entre eux, ce qui est un cas particulier, que les contrats soient conclus avec le même salarié ou non, pour un même poste ou non. Alors, je vais quand même soulever un point, c'est qu'en matière de gestion administrative, ça complique quand même les choses, c'est un petit peu lourd. Par ailleurs, là encore, l'enchaînement de CDD pour des remplacements de salariés ne doit pas permettre de pourvoir à un poste permanent de l'entreprise. Les juges nous disent qu'il ne s'agit pas de pallier un besoin structurel de main-d'œuvre. Et là encore, ce serait le risque d'une requalification en CDI. Il y a un autre point sur lequel l'employeur doit se montrer vigilant, c'est la rédaction du contrat à durée déterminée en lui-même. S'agissant d'un CDD de remplacement, quelles sont les mentions spécifiques qui s'imposent? Alors, il y a un certain nombre de mentions, mais tout d'abord, je voudrais préciser que le CDD est obligatoirement écrit, qu'il est obligatoirement bien sûr signé du salarié, et précision d'importance qu'il doit lui être remis à ce salarié qui est là en CDD dans les 2 jours de son embauche. Ensuite, on va trouver dans le CDD toutes les mentions obligatoires habituelles d'un contrat de travail, d'un CDD, et particulièrement donc pour ce qui concerne le remplacement, la date d'échéance du terme, voire une clause de renouvellement en cas de CDD à terme précis, la durée minimale et le fait qu'il s'agit d'un terme imprécis lorsque c'est le cas, la durée de la période d'essai qui va être calculée en fonction de la durée du CDD, le montant de la rémunération et ses différentes composantes, sachant qu'on doit ici fixer la rémunération en fonction de celle du salarié remplacé. S'agissant du CDD de remplacement, l'employeur va indiquer dans le contrat le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé et la désignation du poste. Et puis, dans le cas où on ferait un remplacement en cascade ou par glissement, comme j'ai dit tout à l'heure, le contrat doit préciser qu'il s'agit de ce type de remplacement, mais indiquer aussi le nom et la qualification du salarié absent de l'entreprise et le nom et la qualification du salarié qui le remplace sur son poste. Très bien. Quelles sont les formalités à prévoir à l'embauche d'un salarié en CDD de remplacement? Alors, en cas de CDD, d'ailleurs, de remplacement comme pour tout contrat, il y aura obligatoirement la déclaration préalable à l'embauche. Et là, je préciserai bien qu'on doit la faire quelle que soit la durée du CDD, qu'on prenne quelqu'un en remplacement pour 2 jours ou pour 6 mois, il y a cette déclaration à faire. L'employeur va devoir inscrire le salarié sur le registre unique du personnel en précisant qu'il s'agit d'un CDD. Et puis, bien que ce soit un CDD, il va falloir organiser et faire passer la visite médicale d'embauche au salarié pendant sa période d'essai afin de valider son aptitude au poste qui lui est confié. Est-ce qu'on peut s'abstenir d'organiser cette visite médicale lorsqu'il s'agit d'un CDD de courte durée? On aimerait bien, mais en principe non, c'est pas possible, même si ça va être en plus là, très difficile parfois d'obtenir le rendez-vous auprès de la médecine du travail en temps et en heure. Alors je vais quand même citer une exception. L'employeur n'a pas organisé la visite médicale d'embauche lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies. Alors à l'employeur de vérifier. Premièrement, il faut qu'il embauche le salarié sur un emploi identique qui présente les mêmes risques d'exposition que celui qui était précédemment occupé. Ensuite, il faut que le médecin du travail soit en possession de la fiche d'aptitude du salarié. Et puis, dernière condition, il faut qu'aucune inaptitude n'ait été reconnue lors du dernier examen médical qui avait été passé par ce salarié, sachant que pour ce dernier examen médical, on prend en considération celui qui est intervenu dans les 24 mois précédents s'il y a une embauche chez le même employeur, et seulement dans les 12 mois précédents lorsque c'est une embauche chez un nouvel employeur. Cela étant, cette possibilité d'exonération de visite médicale, elle peut être intéressante dans le cas des CDD successifs qu'on évoquait tout à l'heure. Merci Frédéric pour ce point très complet. Merci. En avril 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une jurisprudence de principe sur la notion de préjudice nécessairement subi par le salarié. Nous allons maintenant faire un point sur cette évolution avec Nicolas Raymond, rédacteur en chef de la revue RF Social. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Au quotidien, l'employeur a de nombreuses obligations envers ses salariés, remettre les bulletins de paye, délivrer des documents en fin de contrat, etc. S'il manque à ces obligations, la jurisprudence considérait jusqu'à présent dans un certain nombre de situations que le salarié subissait nécessairement un préjudice. Tout à fait Marianne. Ça voulait dire que pour les juges, il y avait un préjudice de principe, sans même que le salarié ait l'obligation d'en établir la réalité.
En clair, le salarié avait d'office droit à des dommages et intérêts, ce qui voulait dire du côté de l'employeur la condamnation automatique. Évidemment, si on se place du point de vue du salarié, mieux valait quand même revenir avec des billes, histoire de maximiser l'indemnisation. Dans une jurisprudence du 13 avril 2016, la Cour de cassation a décidé de changer son fusil d'épaule. En gros, pas de preuve de préjudice, pas de dommages et intérêts. Exactement. Le 13 avril 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, comme on dit dans le jargon, un arrêt de principe. Pourtant, au départ, ce n'était pas l'affaire du siècle. Un salarié reprochait à son employeur de lui avoir délivré tardivement divers documents, dont notamment des bulletins de paye et un certificat de travail. Alors pour mémoire, Marianne, le bulletin de paye est censé être remis au moment du paiement du salaire et le certificat de travail à l'expiration du contrat. Alors au final, dans cette affaire, le retard de l'employeur était vraiment avéré puisqu'il n'avait remis les documents qu'une fois au prud'homme en audience de conciliation. Ah oui. Et donc, le salarié a réclamé des dommages et intérêts. Oui, mais patatras, le conseil de prud'homme a refusé de le suivre au motif qu'il ne prouvait pas de préjudice. Le salarié s'est donc pourvu en cassation en expliquant à la chambre sociale que ce retard dans la délivrance des bulletins de paye lui causait nécessairement un préjudice. Et la chambre sociale n'a pas suivi non plus. Et non plus. Selon la Cour, et c'est là ce qui est important, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Alors, dans la mesure où le Conseil de prud'homme avait constaté que le salarié n'apportait aucun élément justificatif du préjudice qu'il prétendait avoir subi, eh bien, il n'y avait aucune raison de lui accorder des dommages et intérêts, ce qui fait que, autrement dit, pas de préjudice automatique. C'est un peu comme les antibiotiques, c'est Voilà. plus automatique. Et voilà. Blague à part, vous nous avez dit que c'était un arrêt de principe, c'est-à-dire? Eh bien, cet arrêt du 13 avril 2016 sera publié au rapport annuel de la Cour de cassation. Alors, pour les spécialistes, c'est un révélateur de la portée de cette jurisprudence. En outre, la rédaction de la solution retenue par la Cour, très générale, montre qu'elle va bien au-delà de la question de la délivrance tardive des bulletins de paye ou du certificat de travail qui était en cause dans cette affaire. D'ailleurs, sur cette question précise, l'arrêt n'est pas particulièrement novateur. Dans des jurisprudences de 1999 et de janvier 2006, il faut savoir que la Cour avait déjà estimé que remettre des bulletins de paye en retard ou un certificat de travail en retard ne causait pas forcément un préjudice aux salariés. Alors, en réalité, ce sont la généralité des termes choisis par la Cour et l'audience qu'elle a entendu donner à cette décision qui font tout le poids de cette jurisprudence. Mais du coup, à quelles évolutions concrètes s'attendre? Eh bien, à des revirements dans tous les cas où la jurisprudence considérait jusqu'à présent qu'il y avait nécessairement un préjudice. Alors je pense ici en particulier à la remise aux salariés de l'attestation d'assurance chômage. Jusqu'à présent, en fait, traditionnellement, la Cour de cassation considérait que la remise tardive causait nécessairement un préjudice aux salariés. Il est probable que sur ce point en particulier, la jurisprudence évolue. Est-ce que vous auriez d'autres exemples en tête, Nicolas? Oui, Marianne. Je le savais. Je vous prends 3 autres illustrations tirées de la jurisprudence. En 2004 et encore en mars 2015, la Cour de cassation a considéré que l'absence d'information du salarié quant à la convention collective applicable à l'employeur causait nécessairement un préjudice. En 1997, la Chambre sociale a considéré que le défaut d'information du salarié sur la priorité de réembauche dont il bénéficie en cas de licenciement pour motif économique lui causait nécessairement un préjudice. Autre exemple, le dernier que j'ai choisi de retenir, en 2011, la Cour a jugé que l'absence de fixation d'une contrepartie financière dans une clause de non-concurrence causait également un préjudice aux salariés. Doit-on s'attendre à des évolutions en cascade? Oui, et ça a déjà commencé. Le 25 mai 2016, la Cour de cassation a par exemple procédé à un revirement de jurisprudence sur la clause de non-concurrence, puisqu'elle considère désormais que c'est au salarié de prouver qu'il a subi un préjudice en cas d'illicéité de la clause. Même déconvenu le 17 mai 2016 pour une salariée qui reprochait à l'employeur de s'être trompé dans l'intitulé de la convention collective mentionnée sur son bulletin de paye. Là encore, les juges ont considéré que la salariée, qui était au demeurant cadre administratif et détentrice quand même de la moitié du capital social de la société, ils ont considéré que cette salariée était en mesure quand même de connaître la convention collective applicable et d'en vérifier l'application. Donc, faute de démontrer l'existence d'un préjudice, eh bien, elle n'a pas obtenu de dommages et intérêts. La même logique a été retenue dans une autre affaire, toujours jugée le 17 mai 2016, cette fois-ci pour une visite médicale de reprise que l'employeur avait quand même mis plus de 4 ans à organiser. Alors certes, l'employeur a été condamné à 10 000 € de dommages et intérêts, mais la Cour de cassation a pris soin de relever que la Cour d'appel avait souverainement apprécié le préjudice. On peut en déduire qu'à contrario, s'il n'y avait pas eu de préjudice, eh bien, il n'y aurait pas eu de dommages et intérêts. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Voilà donc une évolution qui dégonflera peut-être les contentieux ou qui obligera les salariés et leurs avocats à mieux fourbir leurs armes.
C'est la fin de ce numéro spécial social. Prochain rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire dans un mois. Et d'ici là, l'info continue avec le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À bientôt.